L'harmonie créatrice a soigneusement élaboré l'équilibre originel entre l'homme et la nature. Elle restitue l'authenticité naïve et primaire, propre aux civilisations ancestrales. Ici, tout se conjugue au pluriel, à l'instar de la civilisation des seigneurs du désert. L'espace. Le vent façonne inlassablement les dunes de sable émouvantes à la gloire d'Aphrodite. Il compose et recompose perpétuellement la symphonie du silence au gré du hasard. L'espace, source de jouvence cosmique et onirique. Le site. L'aspect totémique et fantastique de ces hauts lieux géologiques et préhistoriques dégage une atmosphère mystique et développe un sentiment de vénération. Confusion entre l'imaginaire et le réel, entre le sacré et le profane. Le site semble se dresser comme un panthéon que la nature a consacré à l'histoire émouvante de la vache qui pleure. Ce jour-là, une vache avait pleuré parce que la source qui était destinée à abreuvoir le troupeau avait perdu son eau. La grande émotion artistique et esthétique de l'homme néolithique avait gravé la légende à la gloire de l'éternité. Imposant, l'homme est en conformité avec ses émotions antérieures qui nourrissent ses valeurs intrinsèques. Sa noblesse, sa loyauté, sa vertu, son orgueil et son hospitalité imposent sa grandeur. Il est libre dans sa pensée, libre dans son espace et libre dans son site. Le folklore, le métronome de l'authenticité, rythme la vie ancestrale.
En conformité avec leurs émotions antérieures, les hommes et les femmes, rescapés d'un passé très lointain, célèbrent la Sebeiba. C'est le jour de l'Achoura, journée de piété et de charité chez les musulmans. La légende raconte que la Sebeiba naquit le jour où fut englouti par les eaux furieuses du Nil le pharaon, qui était à la poursuite de Moïse et de ses fidèles. Est-ce une cérémonie de réjouissance? Un rituel de deuil? La vraie réponse se trouve dans cette takouba, l'épée des seigneurs du désert, symbole de concorde, garante de la pérennité. La takouba perpétue la légende, embellit la tradition, stimule l'émotion, exalte l'émulation, attise la passion. L'artisan affile la takouba pour combattre l'apathie et l'indifférence qui instaure l'oubli. L'artisan forge sa tradition au gré du soufflet, qui module une flamme plusieurs fois millénaire. L'artisan veille sur la takouba veille sur la pérennité qui nourrit la mémoire. Une mémoire vivante, immaculée, qui génère une grande perfection, une perfection qui force l'admiration. L'espace. Le site et l'homme. Ces trois éléments indissociables forment un ensemble homogène et harmonieux, accordé au diapason de l'apothéose. Si l'un de ces éléments se dérègle par rapport aux autres, c'est l'ensemble qui se déstabilise. Le Sahara.
Le Sahara, c'est le plus grand désert du monde. Il couvre 6 476 000 km² sur les 26 millions km² de la globalité des déserts du monde. Il est difficile de déterminer les limites du désert. C'est une éternelle mouvance autour des îlots de rochers. Le Tassili Nadjer. Comme une île métaphorique, le Tassili émerge miraculeusement de l'immensité de l'océan de sable périphérique qui le protège. Défiant le temps et l'évolution, le Tassili semble se dresser pour glorifier l'œuvre grandiose de la nature. Il constitue une langue barrière entre le Grand Erg oriental au nord-ouest et le Ténéré au sud-est. Le Tassili est situé dans la partie nord-est des massifs du Sahara central, au sud-est de l'Algérie. Il est limité à l'est par la Libye, au sud par le Niger. Il est composé de plateaux gréseux au socle précambrien. De multiples vallées servent encore de nos jours de pâturage aux populations nomades. Le Tassili est né des soulèvements du socle et de mouvements volcaniques du Hogar dont il entoure la masse cristalline. Défiant les lois naturelles établies, le Hogar semble se dresser pour sanctifier l'œuvre grandiose de la nature. Le Hogar est situé au cœur du Sahara central, entre le 12e et le 25e parallèle de l'hémisphère nord, à cheval sur le tropique du Cancer. Il couvre une superficie d'environ 550 000 km², presque celle de la France. On reconnaît au Hogar un volcanisme crétacé de l'âge secondaire. Le Tahat est le pic du massif du Hogar le plus élevé. Là c'est Crème, au lieu de pèlerinage que Charles de Foucault avait choisi pour son ermitage.
Le Tassili Nadjer et le Hogar ont une formation géologique commune, mais ils ont des aspects morphologiques différents. Ils dégagent une forte impression de grandeur. Les paysages sont grandioses, symphonie des formes et du silence, prisme de couleurs sur une ambiance féerique. Il est conseillé d'observer attentivement le décor. Il pourrait se transformer en une œuvre d'art selon la sensibilité artistique et esthétique de chacun. Le Tassili et le Hogar sont de grandes écoles naturelles de développement sensoriel et émotionnel, mais aussi un grand vivier archéologique d'exception. Le Tassili recèle la plus grande concentration d'art rupestre du monde. Le nombre impressionnant de gravures et peintures font de lui le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Le Tassili est le panthéon que la nature a consacré aux artistes de l'époque néolithique. Cette immense richesse culturelle confirme la grande sensibilité artistique et esthétique des hommes des cavernes. Une encyclopédie rupestre qui raconte la passionnante histoire de l'humanité. Un environnement hostile où évolue la vie animale et végétale. Une faune rebelle adaptée à des conditions climatiques extrêmes. Bien que menacées, les gazelles subsistent encore. Le dernier crocodile a été tué il y a quelques dizaines d'années. Il demeure encore dans certains deltas toute une microfaune aquatique particulière. Une faune à l'image d'une flore récalcitrante, couleur arc-en-ciel. Il existe plus de 230 espèces végétales endémiques. On y trouve des fossiles millénaires dont une partie ne se reproduit plus sur place. Cette faune et flore, par leur qualité de résistance et d'adaptation, sont d'un grand intérêt pour les scientifiques.
L'équilibre écologique du Tassili est très fragile. Le Tassili est inscrit sur la liste du patrimoine mondial naturel et culturel de l'UNESCO. Le Tassili est la première réserve de la biosphère saharienne du monde. Le soleil, source d'énergie. L'eau, source de vie. L'un stérilise, l'autre fertilise. Les deux valeurs sont antagoniques, mais ô combien complémentaires. C'est elles qui régissent l'équilibre de la vie. De concert avec le soleil et l'eau, le vent a sculpté une géométrie insolite et mystérieuse, qui varie selon l'imagination et la sensibilité artistique et esthétique de chacun. Le même vent façonne inlassablement les dunes de sable émouvantes à la gloire d'Aphrodite. Il compose et recompose perpétuellement la symphonie du silence au gré du hasard. Le soleil, l'eau et le vent ont modelé le Tassili et le Hogar en une immense œuvre artistique grandiose. La nature a érigé une œuvre grandiose multiforme, codifiée par l'extrême. Afin d'agencer son œuvre à sa juste valeur, la nature a programmé le sacrifice des éléments faibles au détriment des éléments forts. Chacun de ces éléments a développé à travers le temps son propre stratagème de survie. Un homme, dans sa plus simple expression, ne peut s'intégrer à cette œuvre grandiose. Afin de s'intégrer à cette symbiose, le Targhi a confectionné un costume qui lui permet de se fondre et de se dissoudre dans ce décor. Un décor qui lui est désormais propre, dont il est devenu un des constituants. La création artistique, source d'émotions esthétiques, a reproduit une perfection originelle, puis l'a cristallisée à travers une confection originale. Une confection originale qui a fait basculer la communauté Targhi dans le mythe et qui a fait entrer l'homme dans la légende, laquelle l'a élevé au rang du seigneur du désert. Afin de parachever son œuvre en conformité avec son environnement, le seigneur du désert a adopté le tissu indigo, couleur de grès. Le port de l'indigo a une action protectrice sur la peau. Il déteint sur l'épiderme, qui est ainsi protégé des rayons perfides du soleil. L'indigo, sa couleur fétiche, lui a valu l'appellation de l'homme bleu. Couleur qui a embelli la légende et décoré le mythe. Le Tassili et le Hogar ont construit le mythe Targhi. Quant à l'homme bleu, il a embelli ces montagnes de légende. Sans la présence du seigneur du désert en leur sein, le Tassili et le Hogar seraient vidés de leur substance multidimensionnelle. Il existe des sites majestueux de par le monde, mais là c'est différent.
Il n'existe guère de cohabitation entre l'homme et la nature, à l'instar de celle qui lie l'homme bleu à son environnement. L'harmonie créatrice a soigneusement élaboré l'équilibre originel entre l'homme bleu et la nature, restituant ainsi son authenticité naïve et primaire. Les Touaregs étaient les maîtres incontestés du Sahara central. Ils véhiculaient une culture de prince. Au sein des tribus Touaregs, on se heurte à un système de caste très hermétique et complexe. Chaque tribu possède son propre chef, Amrar. Ce sont eux, Imraran, qui élisent l'Aménokal, le chef suprême des Touaregs. La légende raconte que deux femmes appartenant aux Berbères du Maroc s'installèrent dans la palmeraie d'Abalessa au Hogar. L'une était Tinhinan, la mère ancêtre de la noblesse qui engendra la tribu noble, les Kelgela du Hogar. L'autre était Takama, sa servante, qui enfanta de deux filles, lesquelles engendrèrent les tribus vassales, les Dagrali et les Aetloen. La femme Targhi préserve la lignée ancestrale. Ceci assure la garantie du sang dans l'héritage social et politique. Ne se souciant guère de la dimension géographique et historique, Platon, le philosophe grec, disciple de Socrate et maître d'Aristote, avait fait naître une conception sociale, culturelle et politique d'une civilisation mythique. L'Atlantide, l'île hypothétique de l'Atlantique, était née. Existe-t-il une relation entre les Touaregs et l'Atlantide? Le romancier français Pierre Benoît reprit la légende. Il identifie et assimile Tinhinan, la mère ancêtre de la noblesse, à Antinéa, la reine de l'Atlantide. Tinhinan était-elle la reine de l'Atlantide? La civilisation somptueuse engloutie sous les eaux? Le tombeau violet de Tinhinan. Aujourd'hui, on retrouve les restes de Tinhinan au musée de Bardo à Alger. Ce mausolée en ruine, vidé de sa substance sépulcrale, confirme l'histoire de Tinhinan. Mais il met fin au mythe de Pierre Benoît. Tinhinan ne peut être Antinéa, la reine de l'Atlantide, à moins que... La femme Targhi veille sur le folklore. Le Tindé est le nom donné en langue Targhi au mortier creusé dans le bois de tamaris qui sert à piler les graines. Selon la légende, afin de distraire sa progéniture affamée, une femme ingénieuse improvisa un élément rythmique à partir du mortier sur lequel elle avait tendu une peau de chèvre humidifiée. Le tindé qui servait jusqu'alors à piler les graines faisait office depuis d'instrument à percussion. Ces derniers temps, le tindé est concurrencé par diverses autres percussions hétéroclites. Les rythmes longs ou rapides s'inspirent généralement de l'une des activités domestiques des femmes. Piler des graines, ou de l'allure majestueuse du dromadaire, le compagnon fidèle du seigneur du désert. Ce dernier, habitué au rythme du tindé, peut venir de loin en entendant les percussions battre le rythme de sa propre cadence. Le tindé est devenu par extension le nom générique de toute manifestation de réjouissance et de festivité.
Chaque cérémonie a son propre rythme. Chaque rythme a sa propre danse. Chaque danse a ses propres gestes pérennisés par le code ancestral. Imposant, fidèle à la mémoire collective, des hommes et des femmes se sont érigés en troupes folkloriques locales pour perpétuer la tradition. Jadis, avant chaque rezou, les femmes chantent la taïmat pour exalter l'émulation et attiser le courage des guerriers. Le rythme est rapide et entraînant, mais les gestes qui codifient cette danse sont lents. Conjurent-ils le mauvais sort? Les seigneurs du désert ont leur danse de prédilection guerrière. Jadis, les guerriers s'entraînaient avant le combat. Aujourd'hui, on se contente de le simuler. Ruhi. Le rythme Ruhi, c'est la clé du monde parallèle. Ce rituel de trance se distingue par sa haute performance thérapeutique. L'imzad. L'imzad nourrit l'âme de celui qui l'écoute. L'imzad, la corde sensible de l'authenticité, fait vibrer la fibre émotionnelle ancestrale. Il est joué exclusivement par les femmes, les éternels gardiens du folklore. À travers l'imzad, la femme peut exprimer ses peines et ses joies. Elle peut implorer et punir. Avec ce respect qu'on a pour les choses mortes, le valeureux poète, de sa voix profonde, chante le requiem de sa légende. L'archélune de la musicienne Tarzar fait gémir la corde qui imprime une atmosphère mélancolique et cotonneuse. L'imzad est en train de jouer la partition de son propre déclin. L'espace, le site et l'homme ressentent la même douleur. In berbère courtise la modernité capricieuse. Une architecture réconciliatrice qui embellit le paradoxe. Janet flirte avec la modernité capricieuse. Taman Rasset s'exhibe au gré de ses contrastes et de ses contradictions. L'homme évolue, la tradition s'estompe. La modernité impériale est en train de violer la symphonie muette du silence. Les palans et majestueux des dromadaires ne sont plus les unités de mesure des longues distances. Le temps ne se mesure plus entre les périodes qui séparent le premier, le deuxième et le troisième thé. Le Targhi a enlevé son voile, puis son costume d'exception. Il s'est démystifié. On découvre un homme chétif. Son âme se nourrissait de sa chair. Il est devenu un homme dans sa plus simple expression. Il s'est détaché de son environnement dont il était un des constituants. Le seigneur du désert assiste impuissant à la disparition de ses valeurs millénaires.
trop fier pour s'adapter et trop fier pour mendier. Il se confie à la providence et végète face à des alternatives de changement qu'il ne comprend en guère. Il le sait, ce qu'il gagnera en modernité capricieuse sera au préjudice de ses valeurs sacrées. Son costume d'exception lui impose le respect indélébile de ses traditions, dans lesquelles il a construit son équilibre intrinsèque. Ce costume ne représente-t-il pas ses valeurs concrètes? Ses valeurs morales ne représentent-elles pas ses valeurs abstraites? Le phénomène de modernisation progressif est en train de déstabiliser l'équilibre qui existe entre l'homme et ses valeurs. La modernité est comme ce bulldozer. L'homme, quelle que soit sa force, quelle que soit la force de ses valeurs, se verrait un jour obligé de se soumettre et de s'adapter aux exigences matérielles capricieuses de la vie. L'artisan, garant des signes de l'esthétique, n'a-t-il pas courtisé la machine qui l'assiste dans son œuvre avec fidélité? Soucieux de partager la magnificence de son site natal et de témoigner de son hospitalité, le Targui n'a-t-il pas érigé une agence de voyage? La modernité, c'est aussi l'éducation. Sa progéniture ira à l'école. Elle apprendra le savoir qui lui accordera un visa pour l'avenir. Un avenir incertain qui devrait réhabiliter son intelligence et son génie à travers ses valeurs ancestrales. Lui, le cordon ombilical ancestral, le retient encore au passé. Afin de se réconcilier avec son intelligence, l'homme a inventé la modernité. La modernité, la conception matérielle de l'évolution qui justifie le génie de l'humanité. Une évolution qui se conjugue en cette fin de siècle à une technologie numérique qui impose le village planétaire naissant. Le village planétaire, la synthèse cosmopolite de l'évolution. Une synthèse qui se conjugue de plus en plus à une technologie virtuelle. Afin de concrétiser l'équilibre universel du siècle à venir, cette technologie d'avant-garde est condamnée à se connecter à l'authenticité. Lui, comme les autres, n'a rien inventé. La seule chose qui compte pour lui et les autres, ce sont leurs valeurs sacrées, qui embellissent leurs légendes et qui nourrissent aujourd'hui leur nostalgie et leur mémoire meurtrie. Afin de se réconcilier avec leurs valeurs millénaires, lui et les autres ont inventé la sauvegarde des valeurs millénaires de l'humanité. Cependant, il arrivera bien un jour où il ne pourrait plus assumer son équilibre. Alors malgré lui, il enlèvera son voile, puis son costume. Comme les autres, il se détachera de son environnement, dont il est un des constituants. Son costume, une fois enlevé, il le gardera jalousement et religieusement dans une de ses caches qui en prendra soin. En enlevant son costume, le seigneur du désert redevient un homme dans sa plus simple expression. Et un homme dans sa plus simple expression ne représente que lui-même.
Il n'a pas de compte à rendre à la mémoire ancestrale. Un homme, dans sa plus simple expression, se soumet et s'adapte aux exigences contradictoires de la vie, qui le condamnent à subvenir aux besoins sociaux et matériels de la famille. Il portera son costume à chaque fois pour se régénérer et se ressourcer. Alors, il retrouvera son équilibre intrinsèque qui lui donnera le droit de danser la danse guerrière. Mais rien ne sera comme avant. Il y aura toujours quelque chose d'artificiel quelque part. Et ainsi commence la folklorisation du folklore.